Isabelle Dubois n'aurait jamais imaginé que la vie pût se transformer si radicalement en quelques semaines. Il y a tout juste un mois, elle était l'épouse d'Antoine Garnier, un marchand de produits secs et coloniaux portugais qui, bien qu'il ne lui offrit pas de luxe, lui garantissait une existence digne dans la maison de 2 étages qu'ils occupaient dans la rue principale de Saint-Côme-du-Marais. La maison n'était pas la leur, bien sûr, mais le loyer était toujours payé à temps, et il y avait une certaine respectabilité à y vivre parmi les familles les plus établies du village. La demeure avait des murs blanchis à la chaux, des fenêtres avec des persiennes en bois peintes en bleu et un petit jardin à l'arrière où Isabelle cultivait ses herbes aromatiques, basilic, menthe, romarin. Ce n'était pas une vie d'abondance, mais il y avait la paix, il y avait une routine, il y avait l'illusion d'un avenir prévisible, et Isabelle se levait avant le soleil pour préparer le café fort qu'Antoine appréciait. Elle brodait l'après-midi pendant qu'il servait à la boutique, et les soirs, ils conversaient de futilités, tandis que la chaleur du jour cédait enfin la place à la brise venue de la campagne. Ils s'étaient mariés 4 ans plus tôt, quand Isabelle avait 19 ans et Antoine 30. Le mariage avait été arrangé par l'oncle d'Isabelle, son seul parent vivant, après que la fièvre jaune eut emporté ses parents quand elle n'avait que 16 ans. Monsieur Bernard, comme on connaissait l'oncle, était un petit propriétaire terrien qui n'avait pas les moyens d'entretenir sa nièce indéfiniment. Quand Antoine Garnier, fraîchement arrivé de Lisbonne avec un peu de capital à investir, manifesta son intérêt pour le mariage, l'oncle n'hésita pas à faire les démarches. Isabelle accepta avec la résignation de celle qui comprend qu'une femme sans famille a besoin de protection. Antoine n'était pas un homme mauvais. Il travaillait dur, ne buvait pas outre mesure, ne levait pas la main sur elle. Il y avait une froideur entre eux, une distance qui ne fut jamais comblée par une véritable intimité. Mais Isabelle apprit à s'en contenter. Après tout, combien de femmes pouvaient dire qu'elles avaient plus? Elle priait chaque nuit, remerciant d'avoir un toit, de la nourriture sur la table, et un mari qui au moins la respectait. Tout commença à s'effondrer par un après-midi chaud de mars. Antoine était parti pour Bordeaux 3 jours plus tôt, comme il le faisait chaque mois pour négocier des marchandises avec les importateurs du port. Il devait revenir la veille, mais la journée passa sans signe de lui. Isabelle ne s'inquiéta pas trop au début. Parfois, les affaires s'étendaient ou le temps en mer retardait les bateaux. Mais quand la 2e nuit tomba sans nouvelles, un froid étrange commença à s'installer dans sa poitrine. Le lendemain matin, Isabelle était dans le jardin en train d'arroser ses plantes quand elle entendit frapper fermement à la porte d'entrée. Quand elle ouvrit, elle trouva le père Anselme, le vicaire du village, avec son habit noir déjà usé par le temps et le visage marqué par 65 ans de soleil. Le regard du prêtre disait tout avant même qu'il n'ouvrît la bouche. « Ma fille, commença-t-il, la voix lourde de chagrin, je viens vous apporter des nouvelles qu'aucun cœur ne veut entendre. » Antoine était tombé subitement malade à Bordeaux. La fièvre jaune l'avait emporté avec la voracité avec laquelle elle frappait les imprudents à cette époque de l'année. En 2 jours, tout était terminé. Quand la nouvelle arriva à Saint-Côme, le corps avait déjà été enterré là-bas, dans une fosse commune, car il n'y avait ni temps ni ressources pour le ramener. Isabelle avait 23 ans et venait de devenir veuve. Elle pleura, mais pas comme quelqu'un qui perd la moitié de son âme. Elle pleura pour la solitude qui s'annonçait, pour l'incertitude qui s'ouvrait devant elle, pour la perte d'une structure qui, même imparfaite, était tout ce qu'elle avait. Antoine n'avait pas été l'amour de sa vie, mais il était son mari, son soutien, son pont avec le monde. Et maintenant ce pont s'était effondré. Les funérailles furent simples, juste une messe en l'absence du corps à l'église paroissiale Notre-Dame du Rosaire. Quelques marchands avec qui Antoine négociait, des voisins curieux, le père Anselme et Jacqueline, la sœur aînée d'Antoine, qui arriva d'un domaine voisin accompagnée de son mari, le colonel Damien Leclerc, y assistèrent, et Isabelle remarqua immédiatement la froideur dans le regard de sa belle-sœur. Jacqueline était une femme de 40 ans,
maigre et anguleuse, avec de petits yeux qui semblaient toujours calculer, toujours mesurer, toujours trouver les autres en défaut. Elle s'était bien mariée, disait-on, avec un colonel qui avait des terres et de l'influence dans la région. Mais le mariage ne l'avait pas adoucie. Au contraire, il semblait avoir aiguisé encore plus sa dureté naturelle. Pendant la messe, Jacqueline ne versa pas une larme. Elle resta rigide sur le banc, les lèvres minces serrées, les mains gantées croisées sur ses genoux. Isabelle, le visage couvert d'un voile noir, sentait le poids de ce regard calculateur, même sans le voir directement. Il y avait quelque chose de prédateur dans la posture de Jacqueline, comme un vautour attendant le bon moment pour fondre sur la charogne. Après la cérémonie, quand les quelques présents s'étaient déjà dispersés, Jacqueline s'approcha d'Isabelle à la porte de l'église. « Nous devons parler d'affaires pratiques, Isabelle, des questions qui ne peuvent attendre. » À ce moment, Isabelle était encore étourdie de douleur et d'incrédulité. « La mort n'attend pas que nous soyons prêts, ma chère, et les affaires de mon frère non plus. » 3 jours plus tard, Jacqueline revint à la maison. Cette fois, elle n'était pas seule. Le colonel Leclerc accompagnait un homme grand à la barbe grisonnante et aux yeux de faucon. Et avec eux venait le greffier du village, Monsieur Tertullien, un monsieur aux lunettes rondes qui portait un volumineux registre sous le bras. Isabelle les reçut dans le petit salon, toujours vêtue d'un deuil rigoureux, les mains rudes, à force de frotter le sol pour tenter de garder l'esprit occupé et loin du vide qui la consumait. « Isabelle, commença Jacqueline, sans préambule, s'asseyant sans y être invitée. « Je viens traiter de sujets délicats, mais nécessaires. Mon frère, que Dieu ait son âme, a laissé des dettes considérables. » Le monde sembla trembler sous Isabelle. « Dettes ? Antoine n'a jamais mentionné... » Mon frère était trop fier pour admettre ses échecs, coupa Jacqueline avec âpreté. « Mais les faits sont les faits. Il doit 3 mois de loyer pour cette maison. Il a des comptes ouverts avec des fournisseurs à Bordeaux. De l'argent emprunté au colonel ici présent pour un chargement de marchandises qui a été perdu en mer. Et il y a encore les frais d'enterrement que nous avons pris en charge. » « Combien ? Combien ?» La voix d'Isabelle n'était qu'un murmure. Le colonel Leclerc intervint, sa voix grave résonnant dans le modeste salon. « Au total, avec les intérêts et les ajustements, nous arrivons à 500 000 francs, une fortune. » Isabelle pouvait à peine imaginer tant d'argent. Antoine avait toujours géré les finances, ne lui donnant que le nécessaire pour les dépenses de la maison. Elle n'avait aucune idée de ce qui entrait ou sortait de l'entreprise. « Je n'ai pas cette somme, » dit Isabelle, les mains tremblantes. « Il ne reste presque rien après l'enterrement et... » « Nous savons, » interrompit Jacqueline. « C'est pourquoi le colonel et moi avons pris la liberté de faire quelques calculs. Les meubles de cette maison, les marchandises restantes dans la boutique, quelques objets de valeur, tout cela peut couvrir une partie de la dette. Le reste... » Elle fit une pause calculée. « Le reste resterait à votre nom. Mais je n'ai aucun moyen de payer. »« Exactement, » dit le colonel, allumant un cigare. « C'est pourquoi nous présentons une solution raisonnable. Vous renoncez à tout droit sur les biens d'Antoine Garnier. Vous nous permettez de tout liquider pour payer les créanciers. Et nous, dans notre générosité, prenons en charge le reste de la dette. Vous seriez libre, sans obligation financière et sans rien, » compléta Isabelle, commençant à comprendre le jeu. « Une jeune femme, sans enfant, trouvera son chemin, » dit Jacqueline avec une fausse douceur. « Vous pouvez trouver du travail, vous pouvez même vous remarier. Mais les dettes de mon frère doivent être réglées, et vous, ma chère, n'êtes pas du sang de la famille Garnier. » Isabelle regarda les trois. Le greffier gardait les yeux baissés, visiblement mal à l'aise, mais sans courage pour intervenir. Le colonel soufflait de la fumée, l'expression impassible. Jacqueline la fixait de ses yeux durs, sans une goutte de compassion. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Le temps est exactement ce que nous n'avons pas, » dit le colonel. « Le propriétaire veut récupérer sa propriété. Les créanciers à Bordeaux sont impatients. Vous avez 1 semaine pour décider. Soit vous signez la renonciation maintenant et vous êtes libre, soit vous essaierez seul de liquider une dette qui vous enterrera pour le reste de votre vie. »
Ils placèrent les papiers devant elle. Isabelle regarda ces lignes écrites en petits caractères, des mots qu'elle ne comprenait pas complètement. Des termes juridiques qui ressemblaient à des pièges. Monsieur Tertullien lui tendit la plume. « Où vais-je vivre ?» demanda Isabelle, la voix brisée. « Cela, ma chère, n'est pas notre problème, » répondit Jacqueline, se levant. « Vous êtes jeune, en bonne santé, sans enfants à charge. Vous trouverez quelque chose. Il y a toujours des familles qui ont besoin de couturières, de cuisinières, de femmes de chambre. Mais les affaires de mon frère doivent être réglées, et vous n'avez pas votre place dans cette équation. » Isabelle sentit les larmes brûler ses yeux, mais ne les laissa pas couler. Pas devant eux. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Jacqueline. « J'ai besoin d'au moins la semaine que vous avez mentionnée. » Le colonel souffla, mais Jacqueline fit un geste d'acquiescement. « Une semaine, mais pas un jour de plus, et si vous essayez de vendre quelque chose en cachette ou d'emporter ce qui ne vous appartient pas, vous aurez des problèmes avec la justice. » Monsieur le juge et le parrain du colonel. Ils partirent, laissant Isabelle paralysée au milieu du salon vide. Cette nuit fut la plus longue de sa vie. Assise dans le rocking-chair, qui bientôt ne serait plus le sien, Isabelle regarda la lune à travers la fenêtre ouverte et se demanda comment elle en était arrivée là. Orpheline à 16 ans, mariée à 19, veuve à 23, et maintenant sur le point de perdre même le toit au-dessus de sa tête. Elle n'avait pas de famille. L'oncle Bernard était mort 2 ans plus tôt d'une crise cardiaque. Elle n'avait pas d'amis intimes, car Antoine n'aimait pas qu'elle se lie trop avec les autres femmes du village. Elle n'avait ni économie, ni bijoux de valeur, ni compétences spéciales au-delà des tâches ménagères de base, et surtout, elle n'avait nulle part où aller. Les jours suivants, Isabelle tenta désespérément de trouver des solutions. Sa première halte fut chez Madame Euphrasie Duval, veuve riche d'un ancien maître de forge qui vivait dans l'une des plus grandes maisons du village avec sa fille Charlotte. On disait que Madame Euphrasie avait toujours besoin de couturières et de brodeuses. Isabelle frappa à la porte le cœur battant. Une servante la reçut et la fit attendre dans le hall d'entrée de longues minutes. Finalement, Madame Euphrasie apparut en haut de l'escalier. Une femme robuste de 50 ans, parée de bijoux même à cette heure matinale, les cheveux relevés en une coiffure élaborée. « Oui, dit-elle, sans descendre un seul échelon. Madame Euphrasie, je vous demande pardon de vous déranger. Je suis Isabelle, la veuve d'Antoine Garnier. Je suis venue demander si vous auriez besoin de quelqu'un pour la couture ou tout autre service qui... » « Ah, oui, la veuve du marchand, » interrompit Madame Euphrasie avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « J'ai entendu parler de votre malheur. Lamentable. Mais non, ma chère, je n'ai pas besoin de personnel pour le moment. J'ai toutes les domestiques nécessaires. » C'était un mensonge. Isabelle pouvait voir 2 femmes de chambre travailler dans la pièce d'à côté et avait entendu dire que Madame Euphrasie se plaignait toujours du manque de bras à la maison. « Si vous me permettiez au moins une preuve de mon travail... »« Ce ne sera pas nécessaire. Vous savez comment sont les choses, ma chère, avec les dettes de votre défunt mari. Eh bien, les gens parlent. Je ne peux pas risquer d'avoir des créanciers à ma porte. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Isabelle comprit parfaitement. Elle comprit que son malheur était devenu une maladie contagieuse, dont tout le monde voulait se tenir à distance. Elle essaya avec Madame Firmine, la femme de l'apothicaire, Madame Célestine, l'épouse du juge, Madame Rousseau, qui tenait une pension pour voyageurs. La réponse était toujours la même, dite avec des variations de fausse gentillesse. « Pas pour le moment, peut-être plus tard. Malheureusement, nous ne pouvons pas assumer plus de dépenses. » Le père Anselme fut le seul à montrer une véritable préoccupation. Quand Isabelle alla le chercher au presbytère de l'église, le vieux prêtre la reçut avec une affection paternelle. « Ma fille, dit-il, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il lui servait de l'eau fraîche dans un verre. Si je pouvais vous offrir un abri ici au presbytère, je le ferais sans hésiter. Mais vous savez comment est la langue du peuple ? Une jeune femme vivant sous le même toit que le curé. Les mauvaises interprétations surgiraient avant que le premier coq ne chante. »« Je sais, père, dit Isabelle, les larmes s'échappant enfin.
Je ne suis pas venu demander l'asile. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un qui me regarderait comme une personne. Le prêtre lui serra la main avec tendresse. Dieu n'abandonne pas ses enfants, Isabelle. Même quand toutes les portes semblent s'être fermées, il prépare un chemin. Ayez foi, je prierai pour vous tous les jours. Et tenez, il plaça quelques pièces dans sa main. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux donner. Achetez de quoi manger. Isabelle remercia entre les sanglots. Ces quelques pièces étaient les seules qu'elle possédait au monde. La semaine s'écoula comme du sable entre les doigts. Le 5e jour, Jacqueline revint avec ses hommes de main. Des hommes rudes commencèrent à démonter les meubles et à les charger sur des charrettes. Et Isabelle observa impuissante tandis qu'ils emportaient le lit où elle avait dormi avec Antoine, la table où ils avaient pris des repas silencieux, l'armoire qui avait gardé ses quelques vêtements. Jacqueline supervisait tout avec une froide efficacité, cochant des articles sur une liste, ordonnant aux hommes d'une voix rauque. Quand ils arrivèrent au petit coffre d'Isabelle, elle l'ouvrit sans cérémonie. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ce sont mes affaires personnelles. 2 robes, un châle, une couverture et le portrait de mes parents. » Jacqueline examina chaque article de ses doigts invasifs comme si elle cherchait quelque chose de caché. Satisfaite qu'il n'y eût rien de valeur, elle referma le coffre avec dédain. « Vous pouvez emporter ceci, rien de plus. » Le dernier jour, Isabelle resta seule dans la maison vide. Les planchers de bois résonnaient sous ses pas. Les murs nus ne gardaient que des taches plus claires où les meubles avaient été. Dans le jardin, ces herbes se flétrissaient abandonnées. Elle passa cette dernière nuit couchée sur le sol nu de ce qui avait été sa chambre, enveloppée dans la couverture, le coffre à côté servant d'oreiller. Elle ne dormit pas. Elle regarda simplement le plafond, voyant les ombres danser avec la lumière de la lune, pensant à la façon dont la vie pouvait changer si complètement. Il y a 1 mois, elle avait un toit, un mari, une routine. Maintenant, elle n'avait qu'un coffre avec 2 robes usées et nulle part où aller. À l'aube, Isabelle se leva lentement. Ses os lui faisaient mal d'avoir passé la nuit sur le sol dur. Elle se lava le visage avec l'eau restante dans le pot. Elle enfila sa meilleure robe noire de deuil et attacha ses cheveux en une tresse simple. Elle porta le coffre dans ses bras, regarda une dernière fois la maison qui avait été la sienne et sortit sans se retourner. Les rues de Saint-Côme étaient désertes à cette heure matinale. Le soleil ne s'était pas encore levé complètement et la brume de l'aube recouvrait tout d'un voile laiteux. Isabelle commença à marcher sans direction précise, les bras brûlants sous le poids du coffre, les pieds douloureux dans ses chaussures déjà usées. Elle passa devant la boutique où Antoine avait travaillé. Elle était fermée, une chaîne à la porte. Bientôt, elle serait à quelqu'un d'autre. Elle passa devant l'église paroissiale avec ses cloches silencieuses à 7 heures. Elle passa devant la place du marché, où commençaient à arriver les premiers vendeurs avec leurs paniers de fruits et légumes. Certains la regardèrent avec curiosité, d'autres détournèrent rapidement le regard, gênés. Isabelle continua à marcher sans savoir où. Elle avait juste besoin de bouger, de mettre un pied devant l'autre, car s'arrêter signifiait admettre qu'elle n'avait nulle part où aller. Et cette admission était trop terrible pour être affrontée. Les heures passèrent, le soleil monta rôtissant les rues de terre battue. Isabelle s'arrêta plusieurs fois pour reposer ses bras, s'asseyant sur des pierres au bord du chemin, sous des arbres, à l'ombre qu'elle trouvait. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Les quelques pièces du père Anselme, elle les gardait comme dernier recours, sans le courage de les dépenser encore. À midi, elle se retrouva aux abords du village, où les maisons devenaient plus espacées et commençaient les grandes propriétés rurales. Il y avait un manguier touffu au bord du chemin, et Isabelle s'assit dessous, laissant tomber le coffre au sol avec un bruit sourd. Ses mains étaient à vif, ses bras tremblants d'épuisement. Une femme âgée passa, et portant un panier de linge lavé. Elle regarda Isabelle, les sourcils froncés. « Mademoiselle, vous êtes perdue ?»« Non, madame, je me repose seulement. » La femme continua son chemin, mais Isabelle perçut le regard de pitié mêlé de méfiance. Une femme seule, avec un coffre, errant sans but. Il n'était pas difficile d'imaginer ce que les gens penseraient. Quand le soleil commença à décliner,
Isabelle se força à se lever. Elle ne pouvait pas rester là, mais elle ne savait pas non plus où aller. Elle erra dans les rues plus éloignées du village, évitant le centre où elle pourrait rencontrer des connaissances. L'humiliation de sa condition était déjà trop lourde, sans avoir à supporter des regards apitoyés ou, pire, satisfaits. La nuit tomba rapidement, comme toujours dans cette région. Avec elle vint un vent froid qui annonçait la pluie. Isabelle tira son châle sur ses épaules, mais il n'y avait rien qu'elle pût faire contre le froid qui venait de l'intérieur, ce gel de l'âme que le désespoir apporte. Elle tenta une dernière fois. Elle frappa à la porte d'une maison modeste en périphérie où vivait une blanchisseuse qui parfois lui avait parlé au marché. La femme ouvrit la porte, reconnut Isabelle et son visage se contracta en une expression de chagrin sincère. « Madame Isabelle, j'ai appris ce qui vous est arrivé. Quelle tristesse, Sainte Vierge. Marie, je vous demande pardon de mon intrusion. Je pensais, peut-être auriez-vous besoin d'aide avec le linge. Je peux travailler juste pour la nourriture et un coin pour dormir. Il ne faut rien de plus. » La femme regarda derrière elle, à l'intérieur de la maison, où Isabelle pouvait voir 3 petits-enfants. « Madame Isabelle, si cela ne dépendait que de moi, je jure que je vous aiderai, mais mon mari, il est très méfiant à l'égard de ces choses. Il dit qu'il ne veut pas de problème avec les dettes de votre défunt époux, et nous avons à peine de la place ici. Ce sont 3 petits garçons. La maison n'a que 2 pièces. Je comprends, dit Isabelle rapidement, ne voulant pas prolonger l'humiliation. Pardonnez le dérangement. Quand la porte se referma, Isabelle sentit ses dernières forces l'abandonner. Il n'y avait plus de porte où frapper, plus de tentatives à faire. Elle était complètement seule dans un monde qui n'avait pas de place pour les femmes sans famille, sans argent, sans protection. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber quand Isabelle arriva de nouveau sur la place du marché, maintenant déserte et sombre. La pluie augmenta rapidement, se transformant en un orage typique de cette époque de l'année. Isabelle chercha un abri sous le porche de l'église, mais le vent projetait l'eau dans toutes les directions. Trempée, tremblant de froid et de faim, Isabelle serra son coffre et s'accroupit contre le mur de pierre de l'église. Les larmes commencèrent à couler, se mêlant à la pluie sur son visage. Elle pleurait pour tout ce qu'elle avait perdu, pour l'injustice de sa situation, pour l'abandon qu'elle ressentait, pour la solitude absolue qui la consumait. Là, sous la pluie torrentielle, par une froide nuit de mars, Isabelle Dubois toucha le fond. Elle n'avait plus nulle part où courir, personne à qui se tourner, aucun espoir auquel s'accrocher. Elle n'était qu'une femme seule sous la tempête, sans toit, sans avenir, sans rien d'autre que ses vêtements trempés sur son corps et un coffre avec quelques affaires usées. Mais c'était précisément là, dans ce moment de désespoir absolu, que sa vie était sur le point de changer. Car parfois, il faut atteindre le fond, tout perdre, être complètement brisé pour que nous puissions être reconstruits d'une manière meilleure, plus forte, plus vraie. Et la tempête qui semblait vouloir la détruire était en fait sur le point de la mener exactement là où elle devait être. La pluie ne montrait aucun signe de s'arrêter. Isabelle resta recroquevillée contre le mur de l'église pendant des heures, tremblant de froid, les doigts blancs agrippés à son coffre, comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui se désintégrait autour d'elle. L'eau coulait des toits, formant des rideaux liquides qui l'isolaient du reste du monde. Il n'y avait plus personne dans les rues, seulement elle et la tempête. Quand les cloches de l'église sonnèrent 10 heures du soir, Isabelle sut qu'elle ne pouvait pas rester là. Le père Anselme la découvrirait le matin et bien que bon, il ne pourrait rien faire pour elle sans ruiner sa propre réputation. Et Isabelle avait déjà causé suffisamment de problèmes. Avec un effort immense, elle se leva. Ses jambes étaient engourdies, son corps endolori. Elle porta le coffre dans ses bras, maintenant encore plus lourd à cause de l'eau qu'il avait absorbée, et commença à marcher sans but dans les rues désertes et sombres de Saint-Côme-du-Marais. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là, les nuages couvraient de tout. Isabelle trébucha plusieurs fois sur les pierres irrégulières du chemin, l'obscurité n'étant rompue que par les rares éclairs qui illuminaient le monde par instants brefs et fantomatiques.
Chaque maison qu'elle passait avait ses fenêtres fermées, ses portes verrouillées, ses familles en sécurité et au chaud à l'intérieur. Isabelle était un fantôme errant dans un monde qui n'avait pas de place pour elle. Ses pieds la menèrent automatiquement hors du village, suivant la route qui serpentait entre les grandes propriétés. Ce n'était pas une décision consciente, c'était juste l'instinct de s'éloigner, de ne pas être vue dans sa dégradation, de disparaître de la vue de ceux qui l'avaient rejetée. La route se transforma en boue sous ses pieds. Isabelle glissa plusieurs fois, salissant sa robe, s'égratignant les mains en essayant de garder l'équilibre. Le coffre glissa de ses bras fatigués et tomba dans la boue. Elle s'agenouilla pour le ramasser, et c'est là qu'elle se brisa enfin. Là, à genoux dans la boue, sous la pluie torrentielle, sur une route déserte, au milieu de la nuit, Isabelle Dubois poussa un cri qui venait du fond de son âme. C'était un cri de douleur, de rage, de désespoir absolu, un cri que personne n'entendrait, englouti par le son de la tempête. « Pourquoi » cria-t-elle vers le ciel noir. « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Il n'y eut pas de réponse, juste le tambourinement incessant de la pluie, le hurlement du vent entre les arbres, le grondement lointain d'un tonnerre. Isabelle resta là, à genoux dans la boue, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes. Quand elle se calma enfin, elle sentit un vide étrange. Ce n'était pas la paix, c'était plutôt la résignation, comme si elle avait finalement accepté qu'elle était vraiment seule, vraiment perdue, vraiment sans espoir. Elle se leva avec difficulté, ramassa le coffre couvert de boue et continua à marcher. Elle ne savait pas où elle allait, cela n'avait plus d'importance. Elle marchait simplement, car rester immobile signifierait se rendre complètement, s'allonger là sur la route et laisser la pluie l'emporter. C'est alors qu'elle vit les lumières. Au début, elle pensa que ce n'étaient que des éclairs réfléchis sur quelque chose, mais non. C'étaient des lumières fixes, brillant au loin à travers le rideau de pluie. Isabelle les suivit comme un papillon de nuit, attiré par la flamme, sans réfléchir, se déplaçant juste par instinct. Les lumières venaient d'une grande propriété. Isabelle pouvait voir maintenant, à travers la pluie, les contours d'une maison imposante au sommet d'une colline entourée d'arbres et de jardins. Un mur de pierre marquait les limites de la propriété, et devant se trouvaient de hauts portails en fer forgé aux motifs élaborés. Isabelle ne connaissait cet endroit que de vue et de ouï-dire. C'était le domaine de Sainte-Croix, propriété du baron Rodolphe de Montaigne. On disait que c'était l'un des domaines les plus prospères de la région, avec de vastes plantations de cacao et de café, des dizaines d'ouvriers, une grande maison qui rivalisait avec les plus belles de Bordeaux. Isabelle ne s'était jamais approchée d'ici auparavant. Des gens comme elle n'avaient rien à faire dans des propriétés comme celle-là. Mais maintenant, trempée, épuisée, sans plus rien à perdre, elle s'approcha des portails, non pas avec l'intention de demander de l'aide. Même cela, elle ne pouvait le concevoir. Elle voulait juste se rapprocher de la lumière, sentir un instant qu'il y avait de la civilisation, de la chaleur, de la vie quelque part dans le monde, même si ce n'était pas pour elle. Elle s'appuya contre les portails de fer, sentant le métal froid contre son visage. À travers les barreaux, elle pouvait voir le chemin de pierre qui menait à la grande maison, éclairé par des lanternes à huile protégées de la pluie. Elle pouvait voir les fenêtres de la maison briller d'or, imaginer la chaleur à l'intérieur, les gens en sécurité et au sec. Et Isabelle ferma les yeux, absorbant simplement cette proximité de quelque chose qui ressemblait à un foyer, même si cela ne pourrait jamais être le sien. Ses forces l'abandonnèrent, enfin. Elle glissa au sol, le dos toujours appuyé contre les portails, le coffre tombant à ses côtés. La pluie continuait de tomber, mais Isabelle ne la sentait presque plus. Elle était engourdie, distante, comme si elle s'éloignait de son propre corps. C'est ainsi que le baron Rodolphe de Montaigne la trouva. Rodolphe rentrait d'une visite chez un propriétaire voisin. La réunion s'était prolongée plus qu'il ne l'avait prévu, et la pluie l'avait surpris sur le chemin du retour. Même protégé par la capote de cuir de sa calèche, il était mouillé et irrité. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, changer de vêtements, prendre un verre de Porto et peut-être lire un peu avant de dormir.
Quand la calèche s'approcha des portails de sa propriété, il se prépara à ce que le cocher descende pour les ouvrir, comme toujours. Mais le cocher, M. Hyacinthe, un mulâtre affranchi qui servait la famille depuis 20 ans, arrêta les chevaux avant d'atteindre les portails. « Qu'est-ce qu'il y a, Hyacinthe » demanda Rodolphe impatient. « Monsieur le baron, il y a quelque chose au portail. On dirait une personne. » Rodolphe fronça les sourcils. Une personne à cette heure, avec cette pluie? Il descendit de la calèche, ouvrant son parapluie, et s'approcha. La lumière des lanternes de la calèche éclaira la scène. Une femme était tombée près des portails, complètement trempée, serrant un vieux coffre. Elle semblait inconsciente ou très proche de l'être. Rodolphe sentit son cœur se serrer. Il s'approcha davantage, s'agenouillant à ses côtés. « Madame, m'entendez-vous » Isabelle ouvrit lentement les yeux. À travers la brume d'épuisement et de froid, elle vit un visage masculin penché sur elle. Il avait une barbe sombre, bien taillée, des yeux qui, même dans l'obscurité, semblaient profonds et sérieux. Il portait des vêtements fins, était protégé par un grand parapluie, un monsieur, probablement le propriétaire. « Pardon » murmura Isabelle, sa voix presque inaudible. « Je ne voulais pas déranger, je m'en vais. » Elle tenta de se lever, mais ses jambes ne lui obéirent pas. Elle tomba de nouveau et se serait cogné la tête contre les portails de fer si Rodolphe ne l'avait pas soutenue. « Restez tranquille, » dit-il fermement, mais non sans douceur. « Vous êtes en état de choc. Je le sens déjà. » Le cocher s'approcha rapidement. « Oui, monsieur le baron, aidez-moi à la transporter dans la calèche et prenez ce coffre. » Hyacinthe hésita un instant. Il connaissait son maître depuis assez longtemps pour ne pas remettre en question ses décisions, mais cela était inhabituel. Néanmoins, il obéit. Ensemble, ils soulevèrent Isabelle avec précaution et la transportèrent à l'intérieur de la calèche. Rodolphe l'enveloppa dans sa propre cape de voyage, essayant de la réchauffer un peu. Isabelle n'était consciente que suffisamment pour ressentir de la confusion. Pourquoi cet homme l'aidait-il ? Il ne la connaissait pas, il ne lui devait rien. Serait-ce un piège? Serait-elle encore plus en difficulté maintenant? « Qui êtes-vous, monsieur ?» réussit-elle à demander. « Rodolphe de Montaigne, et vous êtes sur ma propriété. Comment vous appelez-vous ?»« Isabelle Dubois. »« Bien, madame Isabelle, nous allons vous emmener dans un endroit sec et chaud. Ensuite nous parlerons. » La calèche traversa les portails maintenant ouverts et remonta le chemin de pierre en direction de la grande maison. Et Isabelle, enveloppée dans la cape qui sentait le tabac fin et l'eau de Cologne, observa à travers la fenêtre embuée. La maison s'approchait, de plus en plus grande, plus imposante. C'était une construction coloniale de 2 étages, avec de larges vérandas, de hautes fenêtres à persiennes bleues, des tuiles de terre cuites rouges, des jardins bien entretenus l'entouraient. Même dans l'obscurité et sous la pluie, on pouvait percevoir l'ordre et la beauté du lieu. Quand la calèche s'arrêta devant la maison, une femme noire d'âge mûr apparut sur la véranda tenant une lanterne. « Monsieur le baron, Dieu merci, vous êtes arrivé. J'étais inquiète avec toute cette pluie. Je vais bien, tante Généreuse, mais j'amène une visite qui a besoin de soins urgents. » Tante Généreuse descendit les marches de pierre et s'approcha de la calèche. Quand elle vit Isabelle, son expression initiale de curiosité se transforma en une réelle préoccupation. Tante Généreuse était une femme qui portait la sagesse de ses 58 ans dans chaque ride de son visage. Elle avait été esclave sur le domaine quand elle était jeune, mais le père de l'actuel baron l'avait affranchie sur son lit de mort, demandant à son fils de prendre soin d'elle. Rodolphe non seulement tint sa promesse, mais la garda au domaine avec un salaire et du respect. Elle était devenue la gouvernante de facto, l'âme de la maison, surtout après la mort de la baronne Béatrice. « Mon Dieu !» murmura Généreuse, voyant l'état d'Isabelle. « La jeune fille est presque gelée. Vite, rentrons là. » Avec l'aide d'Hyacinthe, ils réussirent à amener Isabelle à l'intérieur de la maison. La chaleur de l'intérieur fut presque douloureuse, après le froid de dehors. Isabelle vit, à travers des yeux mi-clos, un large couloir avec un parquet ciré,
des murs blanchis à la chaux avec des seins dans des niches, des meubles en bois de jacaranda sombre et polis. Emmenez-la dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, instruisit Rodolphe, et appelez Madame Bénédicte, elle a besoin de soins. Tante Généreuse et une jeune servante emmenèrent Isabelle dans une chambre qui semblait un luxe impossible. Il y avait un lit haut avec une alcôve de couverture propre et douce, une commode en bois noble, une chaise rembourrée, des rideaux de dentelle aux fenêtres, une chambre simple pour les standards de cette maison, mais un palais pour quelqu'un qui avait passé la nuit dans la rue. Nous allons vous enlever ces vêtements mouillés avant que vous ne mouriez de pneumonie, dit Généreuse, d'une voix maternelle mais ferme. Isabelle n'avait pas la force de protester. Elle laissa qu'on lui retirât ses vêtements trempés et boueux, qu'on la lavât avec de l'eau tiède et du savon de lavande, qu'on la séchât avec des serviettes douces. On l'habilla d'une chemise de nuit propre et on la plaça dans le lit, la couvrant de couches de couverture. Madame Bénédicte arriva peu après. C'était une femme âgée, brune, aux cheveux complètement blancs, attachée en chignon serré. Sage-femme et guérisseuse respectée dans la région, elle tenait une petite maison aux limites de la propriété du baron, où elle soignait aussi bien les ouvriers du domaine que les gens du village. Elle examina Isabelle de ses mains expertes, touchant son front, vérifiant son pouls, regardant ses pupilles. « Elle a de la fièvre qui commence », diagnostiqua-t-elle, « et elle est épuisée. Elle a besoin de thé chaud, de bouillon, de repos. Je vais préparer des herbes. » Pendant que Madame Bénédicte travaillait, Tante Généreuse s'assit sur une chaise à côté du lit, observant Isabelle avec un mélange de curiosité et de prudence. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Elle savait que les gens n'apparaissaient pas au portail à minuit, dans cet état, sans une histoire derrière. « Comment vous appelez-vous, ma fille ?» demanda-t-elle gentiment. « Isabelle Dubois », répondit Isabelle, d'une voix faible. « Et qu'est-ce qui vous a amené à nos portails par une telle nuit ?» Isabelle ferma les yeux. Les larmes commencèrent à couler silencieusement. Elle n'avait pas la force de mentir, ni de raison de le faire. Que pouvait-elle perdre de plus? « Je n'ai nulle part où aller, dit-elle simplement. Mon mari est mort, j'ai tout perdu, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de maison, je n'ai rien. J'étais juste en train de marcher. Je ne voulais déranger personne, je voulais juste... » Sa voix se brisa. Généreuse lui serra la main. « C'est bon, ma pauvre enfant. Reposez-vous maintenant. Nous parlerons demain. » Madame Bénédicte revint avec une tisane chaude, aida Isabelle à s'asseoir juste assez pour boire. Le liquide était amer, mais il réchauffa son estomac vide. Ensuite, on lui apporta un bouillon de poulet avec des morceaux de pain. Isabelle mangea lentement, chaque cuillerée semblant restaurer un peu de vie dans son corps épuisé. Quand elle eut fini, on la recoucha. Bénédicte lui posa des compresses froides sur le front pour la fièvre, fit une prière rapide sur elle et sortit avec Généreuse, ne laissant qu'une bougie allumée sur la commode. Isabelle resta éveillée quelques minutes, regardant le plafond inconnu de cette chambre inconnue. Son esprit était confus. Que se passerait-il le matin? Ce baron l'expulserait-il, la livrerait-il aux autorités pour intrusion dans sa propriété, ou pire, attendrait-il quelque chose en échange de sa charité? Mais elle était trop fatiguée pour s'inquiéter. Pour la première fois depuis des jours, elle était au chaud, au sec, l'estomac au moins partiellement plein. Le lit était la chose la plus confortable qu'elle eût jamais ressentie. Ses yeux se fermèrent, malgré elle, et Isabelle sombra dans un sommeil profond et sans rêve. Pendant ce temps, dans le bureau à l'étage, Rodolphe de Montaigne était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de vin à la main, regardant le feu dans la cheminée. Tante Généreuse frappa à la porte et entra sans cérémonie, comme elle le faisait toujours. « La jeune fille se repose », rapporta-t-elle. « Madame Bénédicte dit qu'elle va se remettre, mais elle était très proche de quelque chose de pire. » Rodolphe acquiesça simplement, les yeux fixés sur les flammes. « Vous connaissez son histoire ?» demanda Généreuse, sa voix prudente. « Non, je l'ai juste trouvée tombée à mes portails. Elle a dit qu'elle avait perdu son mari, tout perdu, elle n'a personne. » Rodolphe prit une gorgée de vin. Il connaissait ce sentiment de perte. Il le connaissait trop bien. « Que comptez-vous faire, monsieur le baron ?»
pressa Généreuse. Elle était l'une des rares personnes à pouvoir lui parler ainsi. Je ne sais pas encore, admit Rodolphe, mais je ne peux pas simplement la jeter à la rue demain matin. Non, vous ne pouvez pas, approuva Généreuse, mais vous ne pouvez pas non plus la garder ici sans explication. Les gens vont parler. On parle déjà trop de vous, vivant seul avec seulement la petite Marie-Louise, sans une maîtresse de maison. Rodolphe soupira. Il savait qu'elle avait raison. Il savait que tout ce qu'il ferait serait examiné, jugé, commenté par la société locale. D'autant plus qu'il était veuf, toujours considéré comme un bon parti, objet de spéculations constantes et d'innombrables tentatives de mariage de la part des mères ayant des filles en âge de se marier. « Je vais lui parler demain matin », décida-t-il, comprendre sa situation. Ensuite, nous verrons ce qui peut être fait. Généreuse acquiesça, mais ses yeux restèrent inquiets. « Faites attention, monsieur le baron. Votre cœur est bon, et c'est une vertu, mais la bonté nous met parfois dans des situations compliquées. » Après qu'elle fut partie, Rodolphe resta éveillé pendant des heures. Il pensa à Béatrice, sa défunte épouse, morte de tuberculose 4 ans plus tôt. Il pensa à sa fille Marie-Louise, maintenant âgée de 8 ans, grandissant sans mère. Il pensa à la solitude de cette grande maison, pleine de chambres vides et de silence. Et il pensa à la femme qu'il avait trouvée tombée à ses portails. Il y avait quelque chose dans ses yeux, même à travers l'épuisement et le désespoir, quelque chose qui l'avait touché, une dignité brisée, mais non détruite, un esprit qui refusait de mourir, même face à la défaite totale. Rodolphe connaissait ce genre de force. Il la reconnaissait parce qu'il avait lui-même dû la trouver en lui lorsque Béatrice était morte, lorsqu'il s'était retrouvé soudainement seul avec une petite fille, un domaine à gérer et un trou dans la poitrine où son cœur aurait dû être. Il s'était plus ou moins remis. Il avait appris à fonctionner, à assumer ses responsabilités, à être un bon père pour Marie-Louise, un bon maître pour ses ouvriers, un bon voisin pour la communauté. Mais la solitude demeurait, une compagne constante qu'il avait appris à tolérer, mais jamais à apprécier. Finalement, quand l'horloge sonna 3 heures du matin, Rodolphe alla dans sa chambre. La pluie tombait toujours dehors, mais plus doucement maintenant, un crachin persistant qui lavait le monde. Il s'allongea dans son lit trop large pour une seule personne et regarda le plafond, tout comme Isabelle le faisait dans la chambre d'amis en bas. 2 âmes solitaires sous le même toit, chacune luttant avec ses propres démons, chacune portant ses propres cicatrices. Aucun des deux ne savait encore que leur vie avait changé irréversiblement cette nuit pluvieuse. Parfois, le destin agit ainsi, nous mène au fond du gouffre, nous brise complètement, nous laisse sans rien à quoi nous accrocher. Et c'est exactement là, quand nous nous rendons, quand nous arrêtons de lutter, quand nous acceptons enfin notre défaite totale, que les bonnes portes s'ouvrent. Isabelle avait tout perdu, chaque morceau de sécurité, chaque fragment de sa vie antérieure, chaque personne en qui elle avait eu confiance, avait été dépouillée jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle-même, nue et vulnérable face au monde. Et c'était précisément parce qu'elle n'avait plus rien à perdre, parce qu'elle avait finalement touché le fond absolu, qu'elle était prête à recevoir quelque chose de nouveau. Et Rodolphe, enfermé dans son deuil contrôlé, dans sa routine prévisible, dans sa solitude auto-imposée, venait de faire quelque chose d'impulsif pour la première fois en 4 ans. Il avait ouvert ses portails, littéralement et figurativement, pour laisser entrer quelque chose d'inattendu. Aucun des deux ne comprenait encore la signification de cette rencontre, mais les graines étaient plantées et, comme toutes les graines, elles avaient besoin de temps, de soins et des bonnes conditions pour croître en quelque chose de beau. Demain viendrait bientôt, apportant ses propres questions, ses propres défis. Mais pour cette nuit, il suffisait qu'ils soient tous deux en sécurité, au sec et pour la première fois depuis longtemps, pas complètement seuls. Isabelle se réveilla désorientée. Un instant, elle ne sut pas où elle se trouvait. Le plafond au-dessus d'elle n'était pas familier. Les murs étaient étranges, le lit trop moelleux. Puis, le souvenir de la nuit précédente revint par vagues. La pluie, le désespoir, les portails de fer, l'homme qui l'avait trouvée.
La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, indiquant que la matinée était déjà bien avancée. Isabelle s'assit lentement, son corps encore endolori, mais reposé. Quelqu'un avait laissé des vêtements propres pliés sur la chaise. Une simple robe de coton bleu clair, une jupe, des chaussettes. Ce n'étaient pas des vêtements fins. Ils appartenaient probablement à l'une des servantes, mais ils étaient propres et sentaient la lavande. Elle se leva avec précaution, les jambes encore tremblantes. Il y avait une bassine d'eau fraîche sur la commode et un morceau de savon. Isabelle se lava le visage et les mains, reconnaissante pour la petite dignité que cela procurait. Elle s'habilla lentement, ses doigts encore peu fermes sur les boutons. Quand elle eut fini, elle resta immobile au milieu de la pièce, ne sachant que faire. Devait-elle sortir, attendre que quelqu'un vienne, s'enfuir par la fenêtre avant que le propriétaire de la maison ne décide quoi faire d'elle? La décision fut prise pour elle quand on frappa légèrement à la porte. « Entrez !» dit Isabelle, la voix encore rauque. Tante Généreuse entra, portant un plateau. Son visage rond montrait une expression qu'Isabelle ne pouvait pas complètement déchiffrer, pas hostile, mais certainement prudente. « Bonjour ma petite, j'ai apporté le petit déjeuner. Madame Bénédicte a dit que vous deviez bien manger. » Le plateau contenait du café fort et chaud, du pain frais avec du beurre, du fromage frais, de la confiture de coing et des tranches de papaye. L'estomac d'Isabelle gargouilla honteusement. « Merci, » murmura-t-elle, acceptant le plateau. « Vous êtes très gentille. » Généreuse l'observa pendant qu'Isabelle mangeait, ses yeux expérimentés, notant chaque détail, la façon dont la jeune femme mangeait lentement, avec des manières polies, même dans sa faim évidente, la posture droite, la façon de tenir la tasse. Ce n'était pas n'importe quelle femme. « Vous vous sentez mieux ?» demanda Généreuse. « Oui, beaucoup mieux. Je ne sais comment remercier la bonté de monsieur le baron. Et la vôtre aussi. » Généreuse fit un son peu engageant. « Monsieur le baron veut vous parler après le café. Il vous recevra dans son bureau. » Isabelle sentit son estomac se serrer, la nourriture devenant soudain lourde. C'était le moment où elle découvrirait son destin. « Je comprends, » dit-elle calmement, reposant la tasse sur le plateau. Généreuse l'étudia un instant de plus. Puis, son expression s'adoucit légèrement. « Écoutez, ma petite, je ne connais pas toute votre histoire, mais monsieur le baron est un homme bon, juste. Si vous êtes honnête avec lui, il sera juste avec vous. » Quand Généreuse sortit, Isabelle finit de manger, bien que chaque bouchée fût maintenant difficile à avaler. Elle se regarda dans le petit miroir au-dessus de la commode. Son visage était pâle, avec des cernes sombres. Ses cheveux, qu'elle avait réussi à peigner avec les doigts, étaient sans vie, mais ses yeux, du moins, montraient de la détermination. Coûte que coûte, elle affronterait cet homme avec dignité. C'était tout ce qui lui restait. Une demi-heure plus tard, une jeune servante vint la chercher. Elle conduisit Isabelle par de larges couloirs, lui permettant d'apercevoir la grandeur de la maison. Il y avait des portraits au mur, des meubles en bois nobles, des parquets cirés qui reflétaient la lumière. Tout parlait de richesse établie, de tradition, d'une vie complètement distante de tout ce qu'Isabelle avait connu. Le bureau se trouvait au premier étage. La servante frappa à la porte, entendit le entrer venir de l'intérieur et laissa Isabelle sur le seuil avant de se retirer discrètement. Isabelle entra et resta debout, les mains entrelacées devant le corps, attendant. Rodolphe de Montaigne était assis derrière un grand bureau en bois de jacaranda, entouré de livres qui remplissaient les étagères du sol au plafond. À la lumière du jour, Isabelle put mieux le voir. C'était un homme d'apparence distinguée, probablement dans la quarantaine, avec des cheveux sombres commençant à grisonner aux tempes. Il avait un visage qui aurait pu être sévère, n'eût été la gentillesse de ses yeux bruns. Il était vêtu simplement mais élégamment, pantalon foncé et chemise blanche de lin, sans la redingote formelle. « Madame Isabelle, » dit-il, se levant courtoisement. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-il, désignant une chaise en face du bureau. Isabelle s'assit sur le bord, le dos droit, les mains toujours entrelacées sur ses genoux. « Comment vous sentez-vous ce matin »
Beaucoup mieux, monsieur le baron, grâce à votre générosité. Rodolphe fit un signe de la main, écartant les remerciements, et se rassit. Tante Généreuse m'a dit que vous aviez perdu votre mari récemment. Oui, monsieur, il y a 3 semaines, la fièvre jaune. Mes condoléances. Merci. Il y eut un silence. Rodolphe l'étudia d'un regard qui ne jugeait pas, mais clairement. Isabelle, je dois comprendre votre situation. Comment êtes-vous arrivée à mes portails par une nuit de tempête, sans rien d'autre qu'un coffre de vêtements? Isabelle respira profondément. C'était l'heure de la vérité. Mon mari, Antoine Garnier, était marchand à Saint-Côme. Quand il est mort, j'ai découvert qu'il avait des dettes, beaucoup de dettes. Sa sœur, ma belle-sœur Jacqueline, est venue avec son mari, le colonel Leclerc, et ils ont tout pris. La maison était louée, les meubles ont été vendus pour payer les créanciers. Je me suis retrouvé sans rien. Vous n'aviez pas de famille? Non, monsieur, mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Un oncle m'a élevé jusqu'à mon mariage avec Antoine, mais il est décédé également. Et vous n'avez pas cherché du travail au village? Isabelle sentit les larmes menacer de monter, mais elle les retint. J'ai essayé, monsieur. Je suis allé dans toutes les maisons possibles, mais les dettes de mon mari sont devenues un stigmate. Personne n'a voulu m'employer. Ils avaient peur de s'impliquer avec les créanciers ou ne voulaient tout simplement pas d'une veuve à problème chez eux. Rodolphe acquiesça lentement. Il savait bien comment fonctionnait la société provinciale, la cruauté déguisée en prudence. Et hier soir? Hier était mon dernier jour à la maison. J'ai été expulsé. J'ai essayé de trouver un abri, mais je n'avais nulle part où aller. J'ai marché sans but et la tempête m'a surprise. Quand j'ai vu les lumières de votre domaine, sa voix se brisa. Pardon, monsieur. Je sais que j'ai envahi votre propriété. Je n'avais pas l'intention de vous déranger. Je voulais juste... Je ne sais même pas ce que je voulais. J'étais si fatigué, si perdu. Les larmes tombèrent enfin silencieusement, coulant sur ses joues. Isabelle les essuya rapidement, honteuse. Rodolphe resta silencieux un long moment, les doigts tapotant légèrement sur le bureau. Finalement, il parla. « Madame Isabelle, vous me semblez être une femme de caractère. Les circonstances ont conspiré contre vous. Mais cela ne définit pas qui vous êtes. La question est, que faisons-nous maintenant ?» Isabelle le regarda surprise. Il lui demandait. « Je ne sais pas, monsieur. Je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Vous avez déjà fait plus pour moi que quiconque. Si je pouvais rester quelques jours, travailler en échange de nourriture et d'un abri jusqu'à ce que je trouve quelque chose au village ou dans un domaine voisin. Travailler à n'importe quoi, monsieur. Je sais coudre, broder, cuisiner, nettoyer. Je peux laver le linge, m'occuper des jardins, ce qui sera nécessaire. » Rodolphe se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les champs qui s'étendaient au-delà de la maison. Isabelle attendit, le cœur battant. « J'ai une fille, » dit-il finalement, sans se retourner. « Marie-Louise a 8 ans. Elle a perdu sa mère il y a 4 ans. Depuis, elle a été élevée par tante Généreuse et une succession de gouvernantes qui ne restent jamais très longtemps. Elle est difficile, intelligente, mais têtue. Sa mère lui manque, bien qu'elle en parle rarement. » Il se retourna pour lui faire face. « J'ai besoin de quelqu'un qui puisse lui tenir compagnie, pas exactement une gouvernante, car elle a déjà un tuteur qui vient 3 fois par semaine pour les leçons, mais quelqu'un qui soit avec elle, qui lui enseigne les choses qu'une femme doit savoir, qui soit une présence féminine dans sa vie. » Isabelle sentit l'espoir s'allumer dans sa poitrine, mais elle essaya de ne pas le laisser transparaître. « Je serai honoré, monsieur, mais je dois être honnête. Je n'ai pas d'expérience avec les enfants, je n'ai jamais eu d'enfants. Je le sais, mais vous avez de l'éducation, des manières, et vous semblez avoir de la patience. C'est suffisant pour commencer. Vous me connaissez à peine. Comment pouvez-vous faire confiance ?» « Je ne connais peut-être pas toute votre histoire, » interrompit Rodolphe, « mais je reconnais la dignité quand je la vois.
Je reconnais la force de caractère. Et franchement, Madame Isabelle, vous avez besoin d'un endroit où rester, et j'ai besoin d'aide avec ma fille. Cela semble être une solution mutuellement bénéfique. J'accepterai avec gratitude, monsieur, mais les gens vont parler. Une jeune veuve vivant dans la maison d'un veuf. Rodolphe sourit pour la première fois, un petit sourire, mais sincère. Laissez-les parler. C'est ma maison et je prendrai les décisions que je jugerai correctes. De plus, tante Généreuse est un chaperon plus que suffisant, et le père Anselme est mon ami personnel. S'il y a la moindre question morale, il sera le premier à me réprimander. Isabelle sentit des larmes de soulagement, mais cette fois d'un autre genre. Je ne sais comment vous remercier. Faites bien votre travail, prenez soin de Marie-Louise, et Madame Isabelle. Il la regarda fermement. Vous n'êtes pas une œuvre de charité. Vous êtes une employée de cette maison. Vous recevrez un salaire modeste, vous aurez votre chambre, vos repas et vous serez traité avec respect. Mais j'attends aussi que vous remplissiez vos responsabilités. Oui, monsieur, vous pouvez compter sur moi. Bien, tante Généreuse vous guidera sur la routine de la maison. Demain, je vous présenterai à Marie-Louise. Aujourd'hui, reposez-vous. Reprenez vos forces. Est-ce clair sur les termes? Parfaitement, monsieur le baron. Vous pouvez m'appeler simplement monsieur Rodolphe quand nous serons en privé. Le titre est pour les occasions formelles. Après qu'Isabelle fut partie, Rodolphe se rassit, se demandant s'il avait fait la bonne chose. Il connaissait les risques, les ragots qui surgiraient, les spéculations malveillantes. Madame Euphrasie et ses amis s'en régaleraient. Mais en regardant cette femme, brisée mais non vaincue, humiliée mais gardant sa dignité, quelque chose en lui s'était ému. Peut-être était-ce de la compassion. Peut-être était-ce la reconnaissance d'une âme perdue par une autre âme perdue. Ou peut-être était-il simplement fatigué de tant de solitude, de tant de silence dans cette grande maison pour si peu de monde. Quoi qu'il en soit, la décision était prise. Isabelle passa le reste de la journée à connaître la maison sous la direction de tante Généreuse. Le domaine était encore plus grand qu'il ne paraissait de l'extérieur. Outre la grande demeure, il y avait les dépendances où vivaient les ouvriers. Bien que Rodolphe, Isabelle le sut, les affranchissait progressivement tous et les gardait comme salariés. Il y avait le moulin, les écuries, les plantations qui s'étendaient à perte de vue. La grande maison comptait 18 pièces au total. Au rez-de-chaussée se trouvait la salle à manger, le salon, la bibliothèque, le bureau de Rodolphe, la grande cuisine où Généreuse régnait, le garde-manger et quelques chambres d'amis, y compris celle où Isabelle avait passé la nuit. À l'étage se trouvaient les chambres de la famille, celle de Rodolphe, celle de Marie-Louise et 3 autres chambres vides, qui un jour auraient été celles d'autres enfants qui ne vinrent jamais. Ainsi, la petite Marie-Louise est avec le tuteur maintenant, expliqua Généreuse en montrant les pièces. Elle a des cours le matin 3 fois par semaine. Le professeur Damien vient du village pour enseigner la lecture, l'écriture, les mathématiques, le français. Damien? Isabelle sentit un frisson. Un lien avec le colonel Leclerc. Cousin éloigné, je crois. Pourquoi? Rien, juste la curiosité. Mais Isabelle sentit une pointe d'inquiétude. Le monde était trop petit. Quand elles redescendirent à la cuisine, Généreuse prépara du thé et s'assit avec Isabelle à la grande table en bois. « Maintenant, ma petite, parlons clairement. Monsieur le baron est trop bon pour son propre bien. Parfois, il voit une âme en détresse et ne peut pas lui tourner le dos. Mais je travaille dans cette maison depuis 40 ans. J'en ai vu des choses. Et je vais vous dire une vérité. Vous devez comprendre votre place ici. » Isabelle écoutait attentivement. « Vous n'êtes pas une invitée, vous n'êtes pas de la famille, mais vous n'êtes pas non plus exactement une employée ordinaire. C'est une position étrange, et il faudra beaucoup de prudence pour naviguer là-dedans. Les autres domestiques pourraient vous en vouloir. La société à l'extérieur va certainement spéculer. » Et, Généreuse soupira. « La petite est difficile. Elle a perdu sa mère très jeune et n'a jamais vraiment géré cette perte. Elle repousse tous ceux qui essaient de s'approcher. « Je ferai de mon mieux, » a promis Isabelle. « Je sais que vous le ferez. Je vois dans vos yeux que vous êtes sincère, mais faites attention aussi à votre cœur, ma petite. »
Comment cela? Généreuse hésita, puis décida de parler. Monsieur le baron est un homme bon, beau aussi, si je peux me permettre. Veuf depuis 4 ans, solitaire, même s'il ne l'admet pas. Vous êtes jeune, vous êtes seul aussi. Vous avez aussi souffert. C'est une situation qui peut se compliquer. Isabelle sentit son visage chauffer. Je ne serai jamais si présomptueuse. Je ne vous accuse de rien, ma pauvre enfant. Je vous préviens juste, des sentiments peuvent surgir sans que nous les invitons. Et s'ils surgissent, ils causeront des problèmes. Souvenez-vous toujours de votre place, de la différence entre vous et maintenez la bienséance toujours. Oui, madame, je comprends. Cette nuit-là, Isabelle dîna dans la cuisine avec Généreuse et les autres servantes. On lui présenta Jeannette, la femme de chambre qui l'avait guidée jusqu'au bureau, une jeune fille timide de 17 ans. Sébastien, la blanchisseuse, une femme forte d'âge mûr, et Bénédicte, à ne pas confondre avec Madame Bénédicte, qui travaillait au champ pendant la journée, mais aidait à la cuisine le soir. Les femmes furent polies, mais réservées. Isabelle remarqua les regards de curiosité et une certaine méfiance. Elle ne les blâmait pas. Elle était une anomalie, une étrangère qui était apparue du jour au lendemain et avait gagné une place privilégiée dans la maison. Après le dîner, Isabelle se retira dans sa chambre, y trouva son coffre propre et sec, avec ses quelques possessions intactes. Elle prit le portrait de ses parents, la seule chose de valeur sentimentale qu'elle possédait, et le plaça sur la commode. Elle regarda ces visages, jeunes figés dans le temps, avant que la maladie ne les emporte, et ressentit une vive nostalgie. Que dirait-il de sa situation? Approuverait-il ses choix, ou serait-il honteux de voir leur fille réduite à accepter la charité? Non, Isabelle décida. Ce n'était pas de la charité, c'était du travail, c'était une opportunité. Et elle la saisirait de toutes ses forces. Elle se prépara à dormir, mais avant, elle s'agenouilla à côté du lit et pria. Elle remercia d'être vivante, d'avoir de la nourriture, d'avoir un abri. Elle demanda de la force pour les défis à venir et de la sagesse pour ne pas décevoir la confiance qui lui avait été accordée. Pendant ce temps, à l'étage, dans une pièce spacieuse décorée de poupées et de livres, Marie-Louise de Montaigne était mise au lit par tante Généreuse. La petite était menue pour ses 8 ans, avec de grands yeux sombres, qui semblaient trop vieux pour son visage, et de longs cheveux noirs que Généreuse était en train de peigner. « Tante Généreuse, est-il vrai qu'il y a une nouvelle dame à la maison ?» demanda la petite. « C'est vrai, oui. Qui est-elle? » « Une jeune femme qui a besoin d'aide. Votre père l'a engagée pour vous tenir compagnie. » Marie-Louise fronça les sourcils. Ce regard têtu que Généreuse connaissait bien. Je n'ai pas besoin de compagnie. J'ai vous et papa. Votre père travaille beaucoup, ma petite, et j'ai toute la maison à m'occuper. Ce sera bien d'avoir quelqu'un juste pour vous. Je ne veux pas. Nous avons déjà eu des gouvernantes avant, toutes s'en vont. Isabelle n'est pas vraiment une gouvernante. Elle est différente. Comment est-elle? Généreuse réfléchit soigneusement à sa réponse. Jeune, jolie, elle semble gentille, mais elle est triste. Elle a perdu beaucoup de choses. Comme maman? Pas exactement comme votre maman, ma chérie. Mais oui, elle est en deuil. Elle a perdu son mari. Marie-Louise traita cela en silence, puis dit d'une petite voix « Je ne veux pas l'aimer. Je ne veux pas qu'elle parte ensuite comme les autres. » Généreuse serra la petite dans ses bras. « Personne ne vous demande de l'aimer immédiatement. Soyez juste poli, d'accord? Donnez-lui une chance. Qui sait, vous ne deviendrez peut-être pas amis. » Mais quand Généreuse éteignit la bougie et quitta la chambre, Marie-Louise resta éveillée dans l'obscurité. Son petit cœur rempli de peur et de ressentiment. Une autre femme dans la maison, une autre personne essayant de remplacer sa mère, une autre qui finirait par partir et la laisserait seule à nouveau. Non, Marie-Louise décida qu'elle ne laisserait pas cela arriver. Elle ne s'approcherait pas, elle ne s'attacherait pas. Elle garderait ses distances et ferait en sorte que cette Isabelle voie qu'elle n'était pas la bienvenue.
3 cœurs solitaires sous le même toit, chacun avec ses propres défenses, chacun avec ses propres blessures. Le soleil se lèverait demain, apportant la première rencontre entre Isabelle et Marie-Louise, et personne ne savait encore comment cela se passerait. Mais une chose était sûre, rien dans cette maison ne serait simple. Et le chemin d'Isabelle vers un nouveau départ ne faisait que commencer avec tous ses défis, ses dangers et ses possibilités inattendues. Le lendemain matin apporta le moment qu'Isabelle craignait et attendait à la fois. La rencontre avec Marie-Louise. Tante Généreuse la réveilla tôt, apportant café et pain beurré. « Le petit déjeuner est à 8 heures sur la véranda », expliqua Généreuse. « Monsieur le baron veut que vous vous joigniez à eux. C'est un bon moment pour les présentations. » Isabelle s'habilla avec soin, choisissant la robe la plus simple qu'elle possédait, ne voulant pas donner l'impression d'essayer d'impressionner. Elle attacha ses cheveux en un chignon modeste et descendit les escaliers, le cœur battant. La véranda arrière de la grande maison était un endroit charmant. Elle donnait sur les jardins et, au loin, les champs de cacao s'étendaient à perte de vue. Rodolphe était déjà assis à table, lisant un journal de Bordeaux arrivé la veille. À ses côtés, sur une chaise haute, se trouvait Marie-Louise. La fillette était exactement comme Généreuse l'avait décrite, petite, délicate, avec de longs cheveux noirs et des yeux sombres qui semblaient trop grands pour son visage. Elle portait une robe bleu clair avec des rubans blancs et mangeait une tranche de gâteau de maïs avec une concentration intense, comme si le monde en dépendait. « Bonjour », dit Isabelle à la porte, sa voix légèrement tremblante. Rodolphe se leva immédiatement, souriant. « Bonjour, Madame Isabelle, je vous en prie, joignez-vous à nous. » Marie-Louise la regarda pour la première fois. Ses yeux sombres l'examinèrent de haut en bas, sans dissimuler la curiosité. Isabelle se sentit évaluée et tenta de sourire naturellement. « Marie-Louise, » dit Rodolphe gentiment, « voici Isabelle Dubois, la dame dont je t'ai parlé. Elle va passer un peu de temps avec nous pour t'aider à t'occuper. »« Bonjour, Marie-Louise, » dit Isabelle, s'asseyant sur la chaise indiquée. « C'est un plaisir de vous connaître. » La petite ne répondit pas. Elle continua simplement à manger son gâteau, les yeux maintenant fixés sur l'assiette. Le silence qui s'ensuivit fut inconfortable. Rodolphe tenta d'apaiser l'atmosphère. « Isabelle, Marie-Louise aime beaucoup lire. Peut-être pourriez-vous lui lire quelques après-midi. »« Je sais lire seule, » dit Marie-Louise abruptement. Ce furent ses premiers mots, et ils étaient défensifs. « Bien sûr que tu sais, » acquiesça Isabelle calmement. « Ton père m'a dit que tu étais très intelligente. Mais parfois, c'est agréable d'entendre des histoires, n'est-ce pas? Nous pourrions choisir des livres ensemble. » Marie-Louise haussa les épaules sans s'engager. Le petit déjeuner continua tendu. Isabelle tenta quelques conversations, mais toutes furent reçues par des monosyllabes ou des silences. Rodolphe semblait mal à l'aise, voulant clairement que les deux s'entendent bien, mais ne sachant comment faciliter cela. Quand ils eurent fini, Marie-Louise demanda la permission et s'enfuit dans le jardin. Rodolphe soupira. « Je vous demande pardon. Elle est normalement polie, mais elle a peur, » dit Isabelle gentiment. « Elle a perdu sa mère. Elle a déjà eu d'autres personnes qui ont essayé de combler ce vide. Il est naturel qu'elle ait ses défenses. Vous êtes très compréhensive. Non, juste réaliste. Je sais que gagner sa confiance prendra du temps. Je suis prête pour cela. » Mais prête ou non, les premières semaines furent difficiles. Marie-Louise n'était pas ouvertement hostile, mais elle maintenait une distance glaciale. Quand Isabelle tentait de converser, elle recevait des réponses minimales. Quand elle offrait son aide pour quelque chose, c'était refusé poliment, mais fermement. La petite laissait clairement entendre qu'elle n'avait pas besoin, ni ne voulait d'Isabelle ici. Isabelle, cependant, ne renonça pas. Elle observa Marie-Louise attentivement, apprenant ses goûts, ses habitudes, ses peurs inexprimées. Elle remarqua que la petite aimait les papillons et commença à planter des fleurs qui les attiraient près de la fenêtre de sa chambre. Elle découvrit que Marie-Louise adorait les histoires de princesses courageuses et laissa quelques livres stratégiquement là où elle pouvait les trouver.
Elle n'imposa pas sa présence, mais était toujours disponible. Quand Marie-Louise déchira sa robe en jouant dans le jardin et fut effrayée par la réprimande qu'elle pourrait recevoir, ce fut Isabelle qui la recoulut discrètement, faisant comme si rien ne s'était passé. Quand la petite fit des cauchemars et se réveilla en pleurant, ce fut Isabelle qui l'entendit de sa chambre et lui apporta du lait chaud avec du miel, restant assise sur la chaise jusqu'à ce qu'elle se rendorme. De petits gestes, une patience infinie, un amour démontré non par des mots, mais par des actions constantes. Pendant ce temps, la présence d'Isabelle au domaine ne passa pas inaperçue dans la société locale. En peu de temps, les rumeurs commencèrent à circuler. J'ai entendu dire que le baron avait fait venir une femme pour vivre avec lui, commenta madame Firmin Marché. Une jeune veuve sans famille, ajouta madame Célestine, scandalisée, vivant sous le même toit. Quel scandale! Madame Euphrasie, cependant, avait d'autres plans. Veuve depuis 5 ans et toujours considérée comme une femme attirante à 50 ans, elle avait des vues sur Rodolphe depuis longtemps. La présence d'Isabelle était un inconvénient, mais elle était déterminée à ne pas laisser une femme sans nom ni fortune lui voler ce qu'elle considérait comme son prix. 2 semaines après l'arrivée d'Isabelle, madame Euphrasie apparut au domaine de Sainte-Croix sans prévenir, amenant sa fille Charlotte et un panier de douceur comme prétexte. « Monsieur le baron !» s'exclama-t-elle quand Rodolphe la reçut dans le salon. « Quelle joie de vous voir! J'ai apporté des biscuits que j'ai faits spécialement. Je me suis souvenu que vous appréciez mes croquants à la noix de coco. » Rodolphe fut poli, mais réservé comme il l'était toujours avec madame Euphrasie. Il connaissait très bien ses intentions et les trouvait aussi subtiles qu'un taureau dans un magasin de porcelaine. « C'est très gentil de votre part, madame Euphrasie, mais vous n'auriez pas dû vous déranger. » « Oh, ce n'est aucun dérangement, et j'ai amené Charlotte pour tenir compagnie à la petite Marie-Louise. Les jeunes filles devraient jouer ensemble, ne trouvez-vous pas ?» C'est à ce moment qu'Isabelle apparut à la porte, portant un arrangement floral qu'elle apportait à la bibliothèque. Elle s'arrêta en voyant les visites. « Pardon, je ne savais pas qu'il y avait de la compagnie. » Madame Euphrasie se tourna, ses yeux examinant Isabelle de la tête aux pieds, avec un dédain dissimulé. « Et qui seriez-vous, ma chère ?» Rodolphe se leva rapidement. « Madame Euphrasie, voici Isabelle Dubois. Elle m'aide avec Marie-Louise. Isabelle, voici Madame Euphrasie Duval et sa fille Charlotte. » Isabelle fit une petite révérence polie. « Enchantée de vous rencontrer. »« Ah oui !» dit Madame Euphrasie avec un sourire purement malicieux. « J'ai entendu parler de vous, l'invité du baron. Quel arrangement inhabituel !»« Isabelle est une employée de cette maison, » corrigea Rodolphe fermement, « et elle est sous ma protection. »« Bien sûr, bien sûr. » Madame Euphrasie fit un geste de la main. « Je ne voulais rien insinuer d'inapproprié. Je commentais juste qu'il est inhabituel pour une maison de famille d'avoir une jeune veuve vivant ainsi. Tante Généreuse vit ici depuis 40 ans et est aussi veuve, » dit Rodolphe froidement. « Je ne vois pas de différence. » Le climat devint tendu. Isabelle, le percevant, s'excusa discrètement et sortit, mais non sans voir le regard venimeux que madame Euphrasie lui lança. Cette nuit-là, pendant le dîner, Rodolphe commenta « Je vous demande pardon pour le comportement de madame Euphrasie. Vous n'avez pas à vous excuser, elle ne fait que protéger ses intérêts. » « Des intérêts qui n'existent pas et n'existeront jamais, » dit Rodolphe fermement. « Madame Euphrasie a l'illusion qu'un jour je l'épouserai. J'ai clairement fait savoir par tous les moyens possibles que cela n'arriverait pas. » Isabelle le regarda, surprise par la véhémence. « Elle semble très déterminée. Et je suis tout aussi déterminé à l'éviter. C'est une femme qui ne cherche que la position et la fortune. Il n'y a pas d'affection sincère là-bas. » Il y eut une pause. Puis Rodolphe ajouta plus doucement « Quand je me remarierai, si tant est que je me remarie, ce sera avec quelqu'un que je choisirai par amour et non par convenance sociale. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer, mais ne dit rien. Il était trop tôt, bien trop tôt pour interpréter des mots qui ne signifiaient peut-être rien. Les semaines passèrent,
Avril céda la place à mai, et avec mai vinrent les premières fortes pluies qui annonçaient le changement de saison. Et avec les pluies vint la crise. Une maladie attaqua une partie de la plantation de cacao. Rodolphe passa des jours dans les champs avec Hyacinthe et les ouvriers, essayant de contenir les dégâts. Les nuits, il les passait dans son bureau, calculant les pertes, planifiant des solutions. Isabelle observa son inquiétude croissante et voulut aider, mais ne savait comment. Jusqu'à un après-midi, passant devant le bureau pour apporter du café, elle entendit Rodolphe discuter avec son intendant. « Nous devons diversifier, disait Rodolphe. Dépendre uniquement du cacao est trop risqué. Mais que pouvons-nous planter d'autre, monsieur le baron? Le café prend des années à rapporter. » Isabelle frappa doucement à la porte. « Excusez-moi, je ne veux pas interrompre, mais puis-je faire une suggestion ?» Rodolphe la regarda surpris, mais fit un geste pour qu'elle entre. « Bien sûr, madame Isabelle. Quand mon mari avait sa boutique, j'ai appris un peu sur les marchandises. L'une des choses les plus recherchées et qui venait de l'étranger était la fibre de palmier, une fibre forte utilisée pour faire des cordes et des balais. Elle pousse bien en terrain humide. Et j'ai entendu dire que vous avez des zones comme ça près de la rivière. » Rodolphe et l'intendant échangèrent des regards. « Fibre de palmier, » murmura l'intendant. « Je n'y avais jamais pensé, mais madame a raison. La demande est forte, surtout à Bordeaux. Et cela ne fait pas concurrence au cacao, » ajouta Rodolphe, ses yeux brillants d'un intérêt renouvelé. « Nous utiliserions des terres qui sont maintenant improductives. » Les jours suivants, Rodolphe étudia l'idée d'Isabelle, consulta des marchands à Bordeaux, étudia les coûts et les marchés. L'idée était bonne, très bonne. Elle ne résoudrait pas la crise immédiate, mais offrait une solution à long terme pour la diversification. Quand il dit à Isabelle qu'il allait mettre en œuvre sa suggestion, elle rougit de plaisir. Ce n'était qu'une petite idée. C'était une excellente idée. Vous avez l'esprit des affaires, Isabelle. Votre mari avait de la chance de vous avoir. Il ne me consultait jamais pour ces choses, dit Isabelle tristement. Il pensait que les femmes ne devaient pas s'impliquer dans les affaires. Alors il était sot, dit Rodolphe simplement. L'intelligence n'a pas de genre, et vous en avez clairement beaucoup. C'est à ce moment qu'Isabelle commença à sentir quelque chose changer en elle. Ce n'était plus seulement de la gratitude d'avoir un toit, ce n'était plus seulement du respect pour un homme bon, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Elle commençait à tomber amoureuse. Elle essaya de lutter contre cela. Elle se rappela les avertissements de tante généreuse. Elle se rappela la différence de position entre eux. Elle se rappela qu'elle n'était qu'une employée, une œuvre de charité, quelqu'un qui devait être reconnaissante pour ce qu'elle avait et ne pas ambitionner plus. Mais le cœur n'obéit pas à la raison. Et puis, par une nuit de juin, tout changea. Marie-Louise tomba malade. Cela commença par une légère fièvre que madame Bénédicte traita avec des tisanes. Mais en 2 jours, la fièvre était forte et la petite délirait. Rodolphe fit venir le médecin du village, le docteur Séverin, qui diagnostiqua une infection grave. « Elle a besoin de soins constants, » dit le docteur. « Compresse froide pour la fièvre, liquide constant, veille pendant la nuit. C'est critique. » Rodolphe l'était désespéré. Le souvenir de la perte de Béatrice due à la tuberculose était encore frais. L'idée de perdre sa fille aussi était insupportable. Isabelle n'hésita pas. « Je m'en occupe, » dit-elle fermement. « Jour et nuit. Je ne la laisserai pas seule, pas un instant. » Et elle tint parole. Pendant 3 jours et 3 nuits, Isabelle ne quitta pas le côté de Marie-Louise. Elle changeait les compresses froides toutes les heures. Elle mouillait les lèvres de la petite avec de l'eau, chantait doucement quand elle pleurait de douleur. Elle tenait sa petite main quand les délires survenaient. Rodolphe entrait dans la chambre toutes les quelques heures, son visage montrant la peur qu'il ressentait, mais il trouvait toujours Isabelle alerte, prenant soin de sa fille, avec un dévouement qui allait au-delà de tout devoir professionnel. La 3e nuit, la plus critique selon le docteur, Isabelle était épuisée, mais ne cédait pas. Marie-Louise était particulièrement agitée, appelant sa mère dans son délire. « Maman, maman, ne me quitte pas !» Isabelle lui serra la main, des larmes coulant silencieusement. « Je suis là, mon amour, je ne te quitterai pas. Tu vas guérir, je te promets que tu vas guérir. »
C'est alors que la fièvre tomba, soudainement, drastiquement, comme cela arrive parfois. Marie-Louise ouvrit les yeux pour la première fois depuis des jours, fixant clairement. « Isabelle ?» Sa voix était faible, mais lucide. « Oui, ma chérie, je suis là. Tu es restée avec moi tout ce temps. Tout ce temps, et je resterai tant que tu auras besoin de moi. » Des larmes commencèrent à couler des yeux de la petite. « J'ai été si méchante avec vous. Je ne voulais pas que vous soyez ici. Et vous avez quand même pris soin de moi. » Isabelle l'embrassa sur le front. « C'est ce que nous faisons pour les gens que nous aimons, Marie-Louise. Nous prenons soin d'eux, quoi qu'il arrive. »« Vous m'aimez ? Oui, je t'aime beaucoup. » Marie-Louise commença à pleurer vraiment, alors non de douleur mais d'émotions accumulées. « Je vous aime aussi. Pardon d'avoir été difficile. J'avais peur de vous aimer, et que vous partiez comme tout le monde. Je ne vais nulle part, promit Isabelle, la serrant doucement dans ses bras. Pas tant que tu voudras que je reste. » Rodolphe, qui était entré silencieusement dans la chambre, fut témoin de toute la scène. Il vit sa fille enfin, baisser ses défenses. Il vit Isabelle, épuisée de 3 nuits sans dormir, trouver encore la force de réconforter et d'aimer. Et à ce moment, il sut avec une certitude absolue qu'il était amoureux d'elle. Il attendit que Marie-Louise se rendorme à nouveau, maintenant dans un sommeil tranquille et réparateur. Il s'approcha d'Isabelle, qui s'effondrait pratiquement de fatigue. « Venez, » dit-il gentiment. « Tante généreuse va rester avec elle maintenant. Vous avez besoin de vous reposer. » Isabelle était trop fatiguée pour protester. Elle le laissa la guider hors de la chambre, mais au lieu de la mener à sa propre chambre, Rodolphe la conduisit à la bibliothèque, où un feu brûlait dans la cheminée, malgré la chaleur extérieure. « Asseyez-vous, » dit-il, désignant un fauteuil. Il servit un verre de Porto et le lui tendit. « Buvez, cela aidera. » Isabelle but, sentant le liquide chaud descendre et détendre ses muscles tendus. « Merci, dit-elle, pour tout de m'avoir laissé prendre soin d'elle. »« Isabelle ?» dit Rodolphe, s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. « Je devrais vous remercier. Vous avez sauvé ma fille, non seulement sa vie, mais son cœur. Elle s'est enfin ouverte à quelqu'un. Elle avait juste besoin de savoir que c'était sûr. Et vous le lui avez montré, avec patience, bonté, amour inconditionnel. Vous lui avez montré ce que c'est que d'avoir une vraie mère. » Isabelle sentit les larmes brûler ses yeux. « Je n'essaie pas de remplacer. Je sais, et c'est exactement pourquoi vous avez réussi à l'atteindre. Vous n'essayez d'être rien d'autre que ce que vous êtes. Une femme au cœur immense qui a de l'amour à donner. » Il y eut un silence. Le feu crépitait. Dehors, les premiers oiseaux commençaient à chanter, annonçant l'aube. « Isabelle, » dit Rodolphe finalement, sa voix basse, mais intense, « je dois vous dire quelque chose, et je vous prie de m'écouter complètement avant de répondre. » Isabelle le regarda, le cœur battant. « Quand je vous ai trouvé cette nuit-là, je pensais seulement aider quelqu'un dans le besoin. C'était la chose juste à faire, rien de plus. Mais au cours des mois qui se sont écoulés, en vous observant, en voyant votre force, votre bonté, votre dévouement à Marie-Louise, en voyant comment vous avez ramené la lumière et la vie dans cette maison, » il fit une pause. « Isabelle, je suis tombé amoureux de vous. » Isabelle sentit le monde s'arrêter. « Monsieur Rodolphe, je connais les différences entre nous. Je sais que vous pouvez sentir que vous avez une dette envers moi et que cela influence vos sentiments. Je sais que la société va parler, va juger, je sais tout cela. Mais je sais aussi que je ne peux plus faire semblant que ce que je ressens n'est que respect ou amitié. C'est de l'amour, Isabelle, de l'amour véritable. » Les larmes d'Isabelle coulèrent librement maintenant. « Moi aussi, » murmura-t-elle, « je vous aime aussi. J'ai essayé de ne pas aimer. J'ai essayé de lutter contre cela, mais je n'y suis pas parvenu. » Rodolphe se leva et s'agenouilla devant elle, tenant ses mains. « Alors, épousez-moi, non par gratitude, non par convenance, mais parce que nous nous aimons, parce qu'ensemble, nous sommes plus complets que séparés. Parce que vous êtes déjà la mère de ma fille, dans le cœur, et je veux que vous le soyez aussi par le nom.
Isabelle regarda cet homme si différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Un homme qu'il avait vu non comme une propriété ou une convenance, mais comme son égal. Un homme qui valorisait son esprit autant que son cœur. Un homme qui l'aimait non malgré ses cicatrices, mais en connaissant chacune d'elles. « Oui, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Oui, je veux vous épouser. » Rodolphe la tira dans ses bras, et là, tandis que le soleil se levait sur le domaine de Sainte-Croix, ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser qui scellait une promesse, un avenir, un amour qui avait grandi en terrain improbable, mais qui maintenant fleurissait fort et vrai. Quand ils se séparèrent enfin, Rodolphe toucha doucement son visage. « Nous affronterons tout ce qui viendra ensemble. Ensemble, approuva Isabelle. Et tandis que la lumière dorée du matin inondait la bibliothèque, deux cœurs blessés par la vie trouvèrent la guérison l'un dans l'autre, et la promesse d'un avenir meilleur que tout ce qu'ils auraient pu imaginer commença à devenir réalité. La nouvelle des fiançailles entre le baron Rodolphe de Montaigne et Isabelle Dubois se répandit dans la région comme un feu de paille. En quelques jours, on ne parlait de rien d'autre à Saint-Côme-du-Marais et dans les domaines.